Je m'appelle Everly Shaw. J'ai 34 ans, et je vis juste à l'extérieur de Charleston, en Caroline du Sud. La plupart des gens reçoivent des fleurs ou une bonne bouteille de vin pour leur anniversaire. Ma sœur Camille, elle, m'a donné une petite boîte enveloppée dans un ruban doré. Nous étions assises dans un steakhouse du centre-ville, éclairé à la bougie, entouré de serviettes en tissu et de verres de cabernet à moitié vides. Et pendant une seconde embarrassante, j'ai vraiment cru qu'elle essayait d'être gentille. J'avais tort. J'ai défait le ruban et soulevé le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait ni bracelet ni montre. C'était un tube en plastique et un écouvillon stérile, un kit ADN à faire chez soi. Le silence s'est fait à table. Camille s'est penchée en avant. Son sourire, tranchant comme une lame dans la lueur des bougies. Peut-être que ça expliquera enfin pourquoi papa ne t'a jamais regardé comme il me regardait, moi. Ma mère a pressé sa serviette contre ses lèvres pour cacher un rire. Camille, elle, n'a pas pris la peine de cacher le sien. J'étais assise là, tenant ce petit tube en plastique, et quelque chose en moi est devenu très calme, et très froid. Ce n'était pas une blague. C'était une arme. Et on venait de me tendre l'extrémité du canon. Mais avant que je vous raconte comment le reste de cette soirée s'est déroulé, et croyez-moi, ça va bien au-delà d'un simple dîner d'anniversaire. Si vous vous êtes déjà senti comme l'oublié de votre propre famille, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Je les lis absolument tous. Je m'appelle Everly Shaw. J'ai 34 ans, et voici la nuit où tout ce que je croyais savoir de ma vie a volé en éclats. Le trajet du retour s'est fait en silence, à l'exception du vrombissement des pneus sur l'asphalte mouillé. Mes mains tremblaient sur le volant. Pas à cause du froid, mais à cause d'un sentiment que je m'étais interdit de nommer depuis des années. La petite boîte reposait sur le siège passager, comme une pierre que je ne pouvais pas poser. Camille ne faisait pas de blagues. Camille disait des vérités déguisées en cruauté, pour pouvoir vous regarder tressaillir tout en prétendant qu'elle ne faisait que plaisanter. Ces mots, la façon dont il me regardait, moi, ne m'ont pas surprise. Ils confirmaient quelque chose que j'avais soupçonné toute ma vie, et que je n'avais jamais dit à voix haute. Je m'étais toujours sentie comme une invitée dans ma propre famille. J'ai grandi dans une maison coloniale en briques bien entretenue, dans une rue bordée d'arbres à Mount Pleasant, le genre de maison que les voisins admiraient depuis le trottoir. Mon père, Walter, dirigeait une entreprise de construction et de matériaux de taille moyenne, qui appartenait à notre famille depuis 2 générations. Ma mère, Diane, présidait le comité de jardinage et organisait les meilleurs barbecues du 4 juillet du quartier. De l'extérieur, les Shaw ressemblaient à la famille que tout le monde voulait être. À l'intérieur, il y avait une hiérarchie aussi claire que la disposition des meubles. Camille était le soleil, bruyante, magnétique, adorée sans effort. J'étais l'ombre, censée être utile et invisible à parts égales. Je me souviens encore de mon 7e anniversaire. J'avais demandé un gâteau aux fraises pendant des semaines. Quand il est finalement arrivé sur la table, il était au citron. Le chocolat est trop riche pour l'estomac d'une petite fille, a dit ma mère quand j'ai posé la question, ne sois pas ingrate. Camille, de 2 ans mon aînée, a applaudi, car le citron était son parfum préféré. J'ai mangé chaque bouchée et j'ai souri, parce que c'est ce que j'avais appris à faire. Ce schéma est devenu le plan directeur de toute mon enfance. Camille était sauvage. Elle faisait le mur, a détruit sa première voiture à 17 ans, a accumulé des dettes que mes parents ont discrètement remboursées. J'ai pris la direction opposée. Je pensais que si j'étais assez parfaite, assez silencieuse, assez utile, quelqu'un finirait par me remarquer. J'avais de bonnes notes. Je préparais le dîner quand maman avait des migraines. Je tondais la pelouse quand les genoux de papa le faisaient souffrir. Je suis devenue l'employée la plus fiable de la famille. Quand j'ai été nommée major de ma promotion, j'ai répété mon discours devant le miroir de la salle de bain pendant 2 semaines d'affilée. Le matin de la remise des diplômes, je suis descendue en toge et mortier pour trouver ma mère au téléphone. Le visage pâle, Camille avait appelé de chez son petit ami au lac, prétextant une migraine si terrible qu'elle ne pouvait pas conduire. Nous devons aller la chercher, a dit mon père, attrapant déjà ses clés.
Mais mon discours est dans 2 heures, ai-je dit. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. La famille d'abord, Everly, a dit ma mère sans lever les yeux. Ils sont partis. Je m'y suis rendue seule. J'ai prononcé mon discours de major de promotion sur la résilience devant un gymnase rempli d'inconnus, cherchant tout le temps dans les gradins 2 visages qui ne sont jamais apparus. Quand ils sont enfin rentrés ce soir-là, Camille était sur le canapé, en train de manger de la glace. Migraine miraculeusement guérie. C'était comment, a demandé ma mère, jetant à peine un regard dans ma direction. Tu as eu ton diplôme ? C'est ce jour-là que j'ai cessé d'essayer de les conquérir. J'ai déménagé la semaine de mes 18 ans. J'ai cumulé 2 emplois pour payer l'université locale puis une université d'État, et j'ai appris toute seule à gérer un budget, à réparer un robinet qui fuit, à survivre sans filet de sécurité, car je savais avec certitude que si jamais je tombais, personne dans cette maison ne viendrait me rattraper. Camille n'a jamais quitté l'orbite de mes parents. Elle empruntait de l'argent pour des idées d'entreprise qui faisaient faillite en quelques mois. Elle est retournée vivre à la maison 2 fois. Tout le monde appelait ça un prêt. Tout le monde savait que l'argent ne circulait que dans une seule direction. Et pourtant, je continuais à venir. Noël, Thanksgiving, les anniversaires, parce qu'une petite partie obstinée de moi continuait d'espérer qu'un jour, ils se réveilleraient et me verraient. Ils ne l'ont jamais fait. Puis, il y a 4 mois, mon père a eu une crise cardiaque dans son atelier et ne s'est pas réveillé. Aux funérailles, je me suis occupée du traiteur, des fleurs, de la liste des invités. Camille était assise au premier rang, sanglotant dans un mouchoir pendant que les gens lui tapotaient l'épaule et murmuraient à quel point elle avait été proche de lui. Je me tenais près du fond, les yeux secs, pleurant une relation que je n'avais jamais vraiment eue. Après l'enterrement, quelque chose dans la maison a changé, est devenu plus vif. Plus affamé. Avec la disparition de mon père, le mince tampon qui existait entre Camille et le reste d'entre nous a complètement disparu. Je l'ai observé à la veillée, non pas en train d'échanger des souvenirs de papa, mais en posant à notre avocat de famille des questions pointues sur le calendrier de la lecture du testament. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Elle vit son deuil à sa manière, m'a-t-elle dit en me repoussant d'un geste de la main. Ne sois pas jalouse, Everly. Ça ne te va pas. Jalouse. Ce mot avait été utilisé pour me faire taire toute ma vie. Alors, je suis restée silencieuse, je suis rentrée chez moi, et j'ai attendu. Puis est venue l'invitation pour le dîner d'anniversaire. Juste entre filles, avait texté Camille. Un nouveau départ. J'aurais dû me méfier. Dans le langage de Camille, un nouveau départ signifiait généralement « j'ai besoin de quelque chose de toi ». J'y suis allée quand même, espérant que le deuil les avait adoucis. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un kit ADN et à un sourire narquois par-dessus une nappe blanche. 3 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles, et le silence de ma famille pendant cette période avait été assourdissant. Pas d'appel pour prendre des nouvelles, pas de repas partagés, rien. Alors, quand l'invitation pour mon anniversaire est finalement arrivée, cela ressemblait moins à une célébration qu'à une convocation. Je suis passée prendre ma mère avant, car sa voiture était au garage. En traversant à nouveau cette maison, en passant devant la galerie de photos du couloir, les premiers pas de Camille, le bal de promo de Camille, la remise de diplôme de Camille. Et niché dans un petit cadre dans un coin, une seule photo de moi, l'air sérieux. J'ai ressenti cette vieille, cette familière douleur. Je les ai trouvés dans la cuisine, feuilletant une brochure de voyage pour une croisière en Méditerranée. Ma mère portait un chemisier corail vif, les cheveux fraîchement méchés, plus en forme qu'elle ne l'avait été depuis des années. 90 jours après avoir enterré son mari, et elle avait l'air de préparer des vacances. Parce que c'était le cas. Avez-vous eu des nouvelles de Monsieur Whitfield, ai-je demandé dans la voiture en route pour le restaurant, en parlant de l'avocat de notre succession familiale. À propos du testament. La température dans la voiture a chuté de 10 degrés. Pourquoi cette question, a dit ma mère, fixant la route. Ça fait des mois. J'aimerais juste tourner la page. Tu l'auras, ta page tournée, a dit Camille depuis la banquette arrière, souriant à son téléphone. Ne t'inquiète pas pour ça.
Au restaurant, Camille a à peine touché à sa nourriture. Elle n'arrêtait pas d'étudier mon visage, tapotant ses ongles manucurés contre la nappe, à un rythme lent et délibéré qui m'agaçait les nerfs. « Tu n'arrêtes pas de me fixer, ai-je finalement dit. « Je t'admire, c'est tout, a-t-elle répondu. Tu as toujours été la forte, la survivante. Tu vas en avoir besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste un compliment. Ma mère s'est éclairci la gorge. Camille, donne-lui son cadeau. C'est là que la boîte est sortie. C'est là qu'elle a dit la phrase sur mon père qui ne m'a jamais regardé comme il la regardait, elle. Et c'est là que j'ai compris, en la regardant me regarder, que ce n'était pas de la cruauté pour le plaisir d'être cruelle. C'était de la stratégie. Elle n'essayait pas de m'embarrasser. Elle essayait de me disqualifier. Pourquoi ce soir, ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement alors que je tenais la boîte. Je pensais que tu voudrais connaître la vérité, a-t-elle dit en haussant les épaules. Je veux dire, regarde-nous. J'ai la taille de papa. Ses yeux. Toi, tu as. Eh bien, tu as ton propre truc. La génétique est compliquée, Camille. Alors, prouve-moi que j'ai tort, a-t-elle dit, portant son verre de vin à ses lèvres. Sauf si tu as peur. Je n'ai pas peur, ai-je menti. Bien. Alors prends-le. Envoie-le. Voyons qui tu es vraiment. J'ai mis la boîte dans mon sac à main et j'ai terminé la soirée en silence. Quand je les ai déposés, je les ai regardés monter les marches du Porsche, bras dessus, bras dessous. Un front uni. Et j'ai compris que j'étais l'équipe adverse dans un jeu dont j'ignorais que nous y jouions. Sur le chemin du retour, ma colère s'est transformée en quelque chose de plus froid, et de plus clair. Camille ne se donnait pas de mal pour une simple insulte. Acheter un test, l'emballer, organiser un dîner, cela demandait des efforts, de la planification. Elle n'essayait pas seulement de me blesser. Elle essayait de prouver quelque chose. Et elle avait besoin que ce soit moi qui le prouve pour elle. Cette nuit-là, allongée, éveillée, avec la boîte sur ma table de chevet, j'ai réalisé que je devais l'utiliser. Non pas pour prouver que j'appartenais à leur famille, mais pour découvrir exactement pourquoi ils voulaient si désespérément prouver que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, j'ai appelé pour me faire porter malade. Je ne pouvais pas fixer des feuilles de calcul alors que toute mon identité semblait ne tenir qu'à un fil. J'avais besoin de réponses, et je savais que je ne les obtiendrais ni de Camille, ni de ma mère. Je savais que le cours de pilates de ma mère durait jusqu'à 11h et que Camille dormait toujours au-delà de midi. Alors, je suis entrée dans la maison avec ma vieille clé vers 10h. Le silence pesait sur mes oreilles, comme quelque chose de physique. Je suis allée directement au bureau de mon père, son sanctuaire. Il sentait encore légèrement le cèdre et le vieux papier. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, un acte de naissance, un journal intime, quelque chose. J'ai trouvé mon dossier personnel, pour ainsi dire, des carnets de vaccination, des bulletins scolaires, un mince dossier avec presque rien de sentimental dedans. Le dossier de Camille, en revanche, débordait de photos, d'une mèche de cheveux de bébé collée sur une fiche, d'un bracelet d'hôpital. Le mien contenait du papier, aucune chaleur, aucun souvenir. Sur l'étagère supérieure du placard, au-dessus du vieux coffre-fort de mon père, se trouvaient des piles d'albums photos poussiéreux et de boîtes à chaussures. J'en ai descendu une, étiquetée avec l'année de ma naissance, et je l'ai vidée sur le tapis. Des dizaines de photographies de Camille en bas âge. Rien de moi jusqu'à ce que, près du fond, je trouve un unique Polaroid délavé. Il montrait un nouveau-né, enveloppé dans une couverture d'hôpital. Et j'ai su instantanément que c'était moi, à cause de la petite tache de naissance en forme de croissant près de mon oreille gauche. Mais l'homme qui tenait le bébé n'était pas mon père. Il était grand, large d'épaules, les cheveux noirs, sa cravate desserrée, regardant le nourrisson dans ses bras avec une expression de pure, de douloureuse tendresse. Mon père ne m'avait jamais regardé comme ça. J'ai retourné la photo. De l'écriture tremblante de ma mère, pardonne-moi. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir.
J'ai fourré la photo dans ma poche et me suis dépêchée de remettre la boîte à chaussures sur l'étagère, juste au moment où des talons claquaient sur le parquet. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Camille, tenant un tapis de yoga et un jus vert. Rentrée plus tôt de son cours de sport. J'ai oublié mon écharpe hier soir, ai-je menti. Ses yeux se sont plissés, balayant le bureau ouvert derrière moi. Tu fouines, tu cherches le testament, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ça ne te servira à rien, Everly, a-t-elle dit en se plaçant devant moi, utilisant sa taille pour me dominer. Tu ne fais pas partie des nôtres. Tu ne l'as jamais été. Pourquoi tu me détestes autant? Je suis ta sœur. L'es-tu, s'est-elle penchée. L'es-tu vraiment? Je l'ai contourné et je suis sortie. Le Polaroid me brûlait la poche. N'oublie pas de cracher dans le tube, a-t-elle crié derrière moi. Il nous faut les résultats avant la fin du mois. J'ai conduit jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler, puis je me suis garée sur un parking et j'ai regardé à nouveau la photo. Ma mère avait eu une liaison. Elle était tombée enceinte de moi. Mon père, l'homme que tout le monde croyait être mon père biologique, était resté et m'avait élevé malgré tout, me punissant silencieusement pour cela chaque jour de ma vie, sans jamais dire pourquoi. J'ai posté le kit ADN le même après-midi. Ce n'était plus un piège. C'était une carte, et j'avais l'intention de la suivre, où qu'elle me mène. L'attente a failli me briser. Pendant 2 semaines, je suis allée au travail, j'ai fait mes courses, j'ai nettoyé mon appartement, tout en ayant l'esprit qui tournait en boucle, cherchant en ligne toute trace d'un homme aux cheveux noirs et à la cravate desserrée, datant d'il y a 3 décennies. J'ai gardé le Polaroid scotché au miroir de ma salle de bain. Chaque matin, je lui demandais « Qui es-tu ? Savais-tu que j'existais ?» Puis, un mardi après-midi, les résultats sont arrivés. Mon cœur est monté dans ma gorge alors que je cliquais sur les graphiques d'ethnicité, jusqu'à la liste des correspondances. Aucune parenté chat. Sur ce point, Camille avait raison. Mais tout en haut, sous la rubrique « Parents-enfants », 50% d'ADN partagé, il y avait un nom, Nathaniel Cole. Le nom me disait vaguement quelque chose, comme tiré d'une page économique. Je l'ai cherché. Nathaniel Cole, fondateur et président de Cole Arbor Holdings, philanthrope, notoirement discret. J'ai cliqué sur les images. Et il était là, plus âgé maintenant, les tempes grisonnantes, mais c'était sans aucun doute l'homme du Polaroid. Je me suis adossée à ma chaise, le bureau tournoyant autour de moi. Mon père biologique était l'un des hommes les plus riches de l'État. En creusant davantage, j'ai trouvé une archive d'un vieux journal économique de l'année de ma naissance. Shaw Construction sauvée de l'effondrement par un investissement privé. L'entreprise de mon père était à quelques semaines de la faillite. Un groupe d'investissement privé, soutenu par Nathaniel Cole, avait injecté 2,5 millions de dollars dans l'entreprise, 2 semaines après ma naissance. Le puzzle s'est assemblé. Pièce par pièce hideuse. Ma mère avait eu une liaison. Elle était tombée enceinte. Mon père l'a découvert, furieux, prêt à la quitter, sauf que son entreprise était en train de couler et il avait besoin de l'argent. Un accord a été conclu. Nathaniel Cole a sauvé la fortune familiale. En échange, il est resté à l'écart, et mon père a accepté de m'élever comme sa propre fille pour éviter un scandale. Je n'étais pas seulement une déception dans cette maison. J'étais une transaction commerciale. Chaque vacance, chaque cours particulier, chaque dollar de l'argent de poche de Camille avait été payé indirectement par mon existence, et par le silence qui l'entourait. Mon père m'en avait voulu pour ça, chaque jour. J'ai tout imprimé et j'ai appelé l'avocate en succession la plus redoutable que j'ai pu trouver. Une femme nommée Renata Ferry, avec la réputation de ne jamais perdre. Je m'appelle Everly Shaw, ai-je dit quand elle a décroché. J'ai besoin d'être représentée pour une lecture de testament. Et je crois avoir des preuves d'un stratagème de chantage qui remonte à des années. 2 jours plus tard, un SMS de Camille est arrivé. Bon. Maintenant tu sais. 4 mots. Pas de « ça va ?» Pas de « parlons-en ». Juste une confirmation froide, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas du tout attendu mes résultats. Elle savait déjà.
Je suis allée directement chez ma mère. Je l'ai trouvée dans la véranda, en train de rempoter une orchidée. Quand je lui ai dit que je savais pour Nathaniel Cole, son visage a instantanément perdu ses couleurs. Camille le savait, ai-je dit. N'est-ce pas? Oui, a murmuré ma mère. Depuis combien de temps? Depuis qu'elle a 16 ans. 16 ans? Près de 2 décennies. J'ai fait le calcul et j'ai tout compris. Pourquoi les règles de la maison s'étaient adoucies pour Camille à cette époque? Pourquoi son argent de poche avait bondi? Pourquoi chacune de ses bêtises était discrètement effacée sans discussion? Elle a trouvé une lettre, a dit ma mère, les larmes coulant sur son visage. Dans ma boîte à bijoux. Elle a dit qu'elle le dirait à ton père, qu'il nous mettrait tout à la porte s'il l'apprenait. Je l'ai payé pour son silence avec tout ce que j'avais. Je l'ai laissé faire tout ce qu'elle voulait. J'avais si peur. Papa savait déjà, ai-je dit. Il a passé un accord avec Nathaniel Cole. Il a accepté de m'élever en échange de l'argent qui a sauvé son entreprise. Le visage de ma mère est passé de la confusion à l'horreur. Il ne m'a jamais dit qu'il savait. Nous n'en avons jamais parlé en 30 ans. Alors tu as passé 2 décennies terrifiées par un secret qu'il connaissait déjà, ai-je dit doucement. Et Camille t'a fait chanter pour rien. Des bruits de pas se sont fait entendre dans les escaliers. Des applaudissements lents, délibérés. Camille se tenait dans l'embrasure de la porte, en robe de chambre de soie. Bravo. La détective a résolu l'affaire. Elle avait l'air de s'ennuyer. Pas honteuse. Tu savais depuis 20 ans, ai-je dit en m'avançant vers elle. Tu m'as regardé essayer si fort de mériter quelque chose qui ne me serait jamais donné. Et tu as ri. C'était pathétique, a-t-elle dit en haussant les épaules. Te voir frotter les sols pour avoir essayé de gagner un jeu dont tu étais disqualifié dès la naissance. Tu as fait chanter notre mère. J'ai utilisé un atout, a-t-elle corrigé. Ça s'appelle les affaires. Ne sois pas jalouse de ne pas y avoir pensé la première. Et le test ADN. Pourquoi maintenant? Parce que papa est mort, a-t-elle dit simplement en dévissant le bouchon d'une bouteille d'eau. Le chantage ne fonctionne plus sur maman. Il n'y a plus de mari à menacer. Et je suis fatiguée de partager. Puisque tu n'es pas biologiquement une Shaw, tu n'as aucun droit légal sur la succession. J'ai déjà parlé à des avocats. Tu n'auras rien du tout. Tu voulais une preuve, ai-je dit. Je voulais que tu le voies en noir et blanc, a-t-elle dit en souriant. Je voulais que tu comprennes exactement pourquoi tu n'auras rien à la lecture. Tu devrais me remercier, honnêtement. Je t'ai trouvé ton vrai père. Peut-être qu'il t'achètera un appartement. J'ai regardé ma sœur, la cruauté gravée si nonchalamment sur son joli visage. Et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas enviée. J'ai juste vu quelqu'un de creux. Quelqu'un qui n'avait jamais compris que le pouvoir, et jamais l'amour. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je vais à la lecture. Et j'apporterai les résultats. Le cabinet d'avocats Whitfield et Marsh occupait le dernier étage d'une tour de verre du centre-ville. Tout en cuir et en argent discret. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance, avec Renata Ferry à mes côtés, le regard perçant, imperturbable. Exactement ce dont j'avais besoin. Camille a fait son entrée en noir, des lunettes de soleil remontées dans ses cheveux. Tu t'es trouvé un avocat, Everly? Mignon. Tu perds ton argent. On verra bien, a dit calmement Renata. Monsieur Whitfield, l'avocat de longue date de mon père, a commencé à lire le testament. Ma mère recevait la maison et une allocation mensuelle, à condition de rester célibataire. Camille recevait 50 000 $. Le visage de Camille est devenu blanc, puis rouge. C'est une faute de frappe. Vous voulez dire 500 000? 5 millions. 50 000 $, a répété Monsieur Whitfield d'un ton neutre. C'est impossible, a-t-elle lâché. Ça ne couvrirait même pas ma carte de crédit pour l'année. À Everly Shaw,
a poursuivi M. Whitfield, je lègue le reste de la succession, y compris la participation majoritaire dans Shaw Construction, le portefeuille d'investissement et tous les actifs liquides, soit environ 70% de la succession totale. Camille s'est levée d'un bond de sa chaise. Elle n'est même pas une Shaw. J'ai une preuve, un test ADN. Elle n'est pas sa fille. Le testament dit « mes enfants », elle n'est pas la sienne. Monsieur Whitfield a attendu qu'elle ait fini, puis a ajusté ses lunettes. Il y a un addendum personnel. Votre père y tenait. Il a lu à haute voix, avec les propres mots de mon père, qu'il savait depuis que j'avais 2 ans que je n'étais pas sa fille biologique, qu'il avait accepté l'arrangement pour sauver l'entreprise, mais qu'au fil des ans, il m'avait regardé construire une vie d'une intégrité discrète, tandis que sa fille biologique devenait quelqu'un qui ne comprenait que la cupidité. Le sang ne fait pas un successeur. Le caractère, si. Je la choisis quand même. La pièce est devenue silencieuse. La chaise de Camille a raclé violemment le sol. C'est de la folie. Il était sénile. Je conteste. Je traînerai ça en justice pendant des années. Avant de menacer de le faire, a dit M. Whitfield, sa voix devenant basse et dangereuse, vous devriez entendre le reste. Il a fait glisser un épais dossier noir sur la table vers elle. Votre père m'a demandé de vous présenter ceci si vous faisiez une scène. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Camille rencontrant un avocat spécialisé en succession 18 mois plus tôt, discutant de la manière de faire déclarer un parent mentalement incompétent. Des relevés bancaires montrant plus de 50 000 $ de retraits non autorisés sur le compte de notre mère, acheminés vers des boutiques de luxe, des vacances et des dettes de jeu. Et enfin, un enregistrement audio. La voix de Camille, crépitant à travers un petit haut-parleur, disant qu'elle se fichait que notre père meurt bientôt, qu'elle avait des dettes à payer, qu'elle prévoyait de mettre notre mère dans la maison de retraite la moins chère qu'elle pourrait trouver et de tout prendre. Ajoutant, Everly n'aura rien. J'ai un plan pour elle. Ma mère a regardé sa fille comme si elle voyait une étrangère. Tu allais me mettre dans une maison de retraite ? Je me défoulais, a balbutié Camille. Je ne le pensais pas. Il a entendu cet enregistrement 3 mois avant de mourir, a dit M. Whitfield. Ça lui a donné de la clarté. Il a expliqué la clause de non-contestation du testament, si elle contestait, Camille perdait tout, y compris les 50 000 $, et s'exposait à des poursuites pénales pour les retraits sur le compte de notre mère. Camille m'a regardé, les yeux hagards, cherchant la sœur qui ne voulait autrefois qu'un câlin. Elle ne l'a pas trouvé. Tu as essayé de m'effacer, ai-je dit doucement. Tu as essayé de prouver que je n'avais pas ma place. Tout ce que tu as fait, c'est lui montrer exactement qui tu étais. Elle a signé la renonciation d'une main tremblante, a attrapé son sac, en sortant, m'a dit que j'avais peut-être de l'argent maintenant, mais que je serais toujours seule. Je l'ai laissé avoir le dernier mot. Je n'en avais pas besoin. Une semaine plus tard, j'ai rencontré l'exécutrice de la succession de Nathaniel Cole, un cabinet nommé Aldridge & Poe, dans la partie la plus ancienne du centre-ville. J'ai appris que Nathaniel était décédé 2 ans plus tôt. J'avais trouvé mon père biologique seulement pour découvrir que j'étais déjà arrivée trop tard pour le connaître. Une avocate nommée Madame Poe m'a tendu une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait un journal en cuir et une lourde montre de poche en argent. Nathaniel avait créé une fiducie privée pour moi des années auparavant, distincte de sa succession principale. Parce que, comme l'a expliqué Madame Poe, il avait voulu me protéger de l'attention du public, pas parce qu'il avait honte. Le journal m'était adressé. Il écrivait qu'il était désolé de ne pas avoir pu me serrer dans ses bras quand je pleurais, ou m'encourager à ma remise de diplôme. Qu'il avait tenu sa promesse de rester à l'écart parce qu'il croyait que cela me protégeait. Mais qu'il avait discrètement suivi ma vie pendant 34 ans. Mon discours de major de promotion, mon diplôme, ma carrière. Tu n'as jamais été une erreur pour moi, écrivait-il. Tu as été la seule chose que j'ai bien faite. Même si je n'ai jamais pu te reconnaître. Ne laisse pas le monde t'endurcir. Tu as un cœur tendre. Protège-le. Je me suis assise dans ce bureau et j'ai pleuré pour le père que je n'ai jamais pu connaître, et pour celui qui m'a élevée mais ne s'est jamais permis de m'aimer.
6 mois plus tard, j'ai emprunté un chemin de gravier bordé d'érables aux couleurs changeantes, jusqu'à un petit cottage avec un porche panoramique, surplombant les contreforts des Blue Ridge Mountains. Il était à moi. Je n'avais pas quitté mon travail, mais j'avais réduit mes heures et utilisé une partie des 2 héritages pour créer une fondation de bourse d'études pour les enfants sortis du système de famille d'accueil. Des enfants qui savaient ce que c'était que d'être l'oublié dans une pièce. Ma mère et moi nous envoyons des textos 1 fois par semaine maintenant. Des messages courts, rien de forcé. Nous construisons quelque chose de nouveau, lentement, basé sur des limites plutôt que sur des obligations. Quant à Camille, j'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans un autre état et qu'elle avait pris un travail de standardiste quelque part, travaillant pour rembourser ce qu'elle devait. Je ne lui souhaite aucun mal. La plupart du temps, je ne pense tout simplement pas à elle. Ce soir-là, je me suis assise sur mon porche, la montre de Nathaniel battant régulièrement à mon poignet, écoutant le vent souffler à travers les arbres. Pendant 34 ans, j'avais été la fille invisible, l'ombre, la pensée secondaire, l'erreur. Mais assise là, dans le calme d'une maison qui était vraiment la mienne, j'ai compris la vérité pour la première fois. Je n'ai jamais été invisible. J'attendais simplement que la bonne lumière me trouve.